Bonjour, je m'appelle Rosane Torquebio et je suis auteure ou autrice jeunesse, comme on veut le dire. Mon dernier livre, c'est L'étonnante vie des plantes, que j'ai coécrit avec Francis Allais, le botaniste. Et c'est à cause de ce livre que j'ai donné comme titre à cette petite causerie les plantes, la success story des plantes liées à la lumière et aux couleurs. Comment j'en suis venue de ce travail d'écriture sur finalement l'être humain, comment j'en suis venue à parler des plantes et à prendre les plantes comme héroïnes. Parce que finalement, ce livre documentaire est en fait un peu comme un roman. C'est un roman, c'est une histoire, c'est l'histoire des plantes. En fait, j'ai toujours été intéressée, j'ai toujours été intéressée par les plantes depuis que j'étais toute petite. J'ai toujours été intéressée aussi par tout le vivant en entier, les peuples, les autres peuples du monde. J'ai eu la chance, dans ma famille, avec mon mari et mes enfants, de partir un peu partout dans le monde, de vivre dans d'autres pays mythiques, extraordinaires, où j'ai justement pu enrichir par une expérience, une vraie expérience, toutes ces envies de comprendre le monde. Alors j'ai rencontré des peuples premiers. J'ai découvert des plantes extraordinaires qui m'ont émerveillée. J'ai découvert des animaux aussi extraordinaires que les plantes et souvent en voie d'extinction. Et donc j'ai commencé, j'étais institutrice, ça j'ai oublié de le dire, j'étais institutrice aussi. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, à force de faire écrire mes élèves, je leur faisais écrire des fictions, des documentaires. À force de faire écrire mes élèves, tout à coup, je me suis mise à écrire. Et je me suis dit, puisque je commence à écrire, je n'ai qu'à publier, essayer de publier. Donc, dans l'ordre, j'ai commencé par Le petit zèbre de Tanzanie, parce que j'avais vécu au Kenya et j'avais adoré la Tanzanie. Et puis après, j'ai fait la suite du petit zèbre. Et j'ai écrit aussi un livre, Le rêve de Nasha, qui est inspiré de ma vie avec les Maasai. Et l'autre roman qui est inspiré de ma rencontre avec les Bushmen en Afrique australe, en Afrique du Sud, et de la rencontre avec leur peinture rupestre. J'ai été émerveillée par ce peuple qui est un peu un peuple racine, vraiment au sens propre du terme, puisqu'il est sans doute à l'origine de Homo sapiens. Génétiquement, ça a été prouvé. Bon, il faut encore le reprouver, mais disons qu'il semblerait que les Bushmen soient à l'origine d'Homo sapiens. Donc c'est vraiment une plongée, rencontrer les Bushmen, c'est une plongée dans le passé, c'est une plongée dans nos origines et c'est la rencontre de peuples qui vivent totalement différents de nous, qui fonctionnent complètement différemment de nous. Donc comme eux aussi ils sont en voie d'extinction, au moins leur culture et leur civilisation est en voie d'extinction, j'ai voulu aussi leur rendre hommage et j'ai donc écrit un livre sur les Bushmen qui se passe, mais c'est une histoire pour la jeunesse aussi. Et puis, comme toujours, un des fils conducteurs de ma vie, c'était les plantes. J'ai eu envie d'écrire sur les plantes. J'ai eu envie de mettre en valeur le monde des plantes que je sentais bien, qui n'est pas aussi aimé que celui des animaux, ça c'est pas un secret, ni bien sûr aussi aimé que celui des humains. Donc j'ai eu l'idée de parler de ces plantes extraordinaires. Ça c'est celui-là, c'est cet album-là. Timili et la forêt des pluies. La forêt des pluies, c'est la forêt tropicale humide ou équatoriale. Une forêt, un milieu qui souvent nous est complètement étranger.
Et donc c'est un milieu que j'avais connu, moi, en Indonésie et puis au Kenya, et dont j'avais beaucoup entendu parler par les botanistes qui m'entouraient, et notamment par Francis Allais. Et j'ai eu envie d'écrire sur cette forêt un album pour les jeunes qui leur donne envie de connaître les plantes, qui leur montre un peu ce qu'étaient ces milieux extraordinaires où la vie, où la biodiversité est tranquille, où les animaux peuvent se développer, les plantes se développent à leur rythme et à leur façon. Donc j'ai fait cet album et comme c'était un album pour enfants, j'ai imaginé comme personnage une petite fourmi qui adore les plantes. Voilà. Donc c'est cette histoire-là qui est présentée dans cet album, Timili et la forêt des pluies. Je vais en venir aux plantes, ne vous inquiétez pas. Et donc après, ma dernière production, c'est une traduction d'un album sud-africain qui a été écrit par une des plus grandes artistes sud-africaines, qui s'appelle Joan Rankin, qui est une très grande illustratrice. Et donc quand je suis revenue en France, j'ai repéré qu'elle avait sorti cet album. Et c'est un album qui m'intéresse beaucoup parce qu'au fur et à mesure que j'ai voyagé, je me suis rendu compte que les musiques des différents peuples du monde étaient inspirées de la nature, des bruits de la nature qui les environnaient. Et justement, ce livre, c'est la symphonie africaine qui parle. Je vous montre un petit peu les illustrations. Des illustrations extraordinairement belles. Et qui montrent... Des illustrations très belles, vous voyez, très originales, et qui montrent comment les différents sons, les différentes musiques ou les différents chants ont été inspirés des animaux, des bruits que les animaux font, les troupeaux par exemple, qui ont inspiré le tam-tam, les tambours, ou le bruit des abeilles, ou le bruit des oiseaux, etc. Donc ça, c'est l'avant-dernier ouvrage, je l'ai traduit de l'anglais sud-africain. Et puis, à force de me plonger de plus en plus dans le monde des plantes, je me suis rendu compte de l'importance de ce monde végétal, de sa richesse extraordinaire, et j'ai eu envie d'aller encore plus loin. Et c'est comme ça que je suis donc allée voir Francis Allais, le grand botaniste que vous connaissez sans doute. Et je lui ai dit qu'il fallait absolument écrire un livre sur les plantes pour les jeunes et les moins jeunes, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas les plantes, puisqu'en fait les plantes nous sont très étrangères, puisqu'elles sont partout autour de nous, mais elles sont immobiles, elles sont silencieuses. Donc on n'arrive pas à communiquer avec elles. Donc en fait on ne sait pas comment elles fonctionnent. Et je suis allée voir Francis Allais pour qu'il écrive un livre sur les plantes pour les jeunes. Parce que je savais aussi qu'on était à une période qui était extrêmement importante. Il y avait eu énormément de découvertes sur le fonctionnement des plantes. On sait maintenant que les plantes ressentent le monde avec des sens comme les nôtres, le toucher, la vue, elles voient, elles entendent, elles ressentent avec leur peau, la surface de leurs feuilles, etc. Mais ça se passe dans les cellules, parce qu'on sait qu'elles n'ont pas d'yeux, elles n'ont pas de bouche, etc. Et puis on sait maintenant aussi qu'elles coopèrent. Elles coopèrent avec les autres êtres vivants, avec les champignons, avec les bactéries, avec d'autres plantes. Et je me suis rendu compte que ce monde végétal, quand on le connaissait, finalement, il était aussi important et aussi riche que le monde humain ou le monde des animaux, qu'il fallait absolument, vraiment, informer les jeunes, notamment, de la richesse de ce monde végétal. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de ce dernier livre. C'est L'étonnante vie des plantes, que j'ai coécrit avec Francis Allais, avec le botaniste, parce que quand je suis allée le voir pour lui dire « Francis, il faudrait écrire un livre », il m'a dit « Je n'ai pas trop le temps, on n'a qu'à le faire à tous les deux, ce sera bien comme ça ». Donc on a écrit ce livre en un an. Ça c'était avant le Covid, c'était il y a 3 ans à peu près. Et on a sorti ce livre en mars 2021, pendant le Covid, pendant le confinement.
C'est comme ça que j'en viens maintenant à parler du titre, à expliquer pourquoi j'ai pris comme titre les plantes, la success story des plantes grâce à la lumière et aux couleurs. Parce que à force de rentrer dans le monde des plantes, je les ai vues vraiment, des plantes. Quand je parle de plantes, je parle des petites plantes, mais je parle aussi des arbres, hein, parce que les arbres font partie des plantes. Je les ai vues un peu comme des héroïnes. Pour moi, ce monde devenait un monde absolument extraordinaire, aussi fantastique et aussi complexe que le monde des humains. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait, on ne le connaît pas du tout. On ne le connaissait pas. Donc c'était encore plus merveilleux pour moi de pénétrer ce monde et de l'expliquer. Alors qu'est-ce que c'est la grande success story des plantes? La grande success story des plantes, qui est en fait la grande aventure qui a permis à la vie sur Terre de s'installer, c'est qu'en fait les plantes fabriquent la matière organique de tous les êtres vivants sur Terre grâce à la lumière, au gaz carbonique qu'on appelle aussi le dioxyde de carbone, et à l'eau qu'elles puisent dans le sol. Parce qu'en fait, en riant, on dit parfois que les plantes se nourrissent d'eau fraîche, de l'air du temps, puisqu'elles font l'énergie, la lumière du soleil leur procure l'énergie, ça rentre dans la cellule, ça procure l'énergie à la plante pour transformer le gaz carbonique qui a pénétré dans la feuille et l'eau en carbone et en d'autres substances. Donc le carbone, c'est la base de la matière organique sur Terre. Et puis, elle rejette donc de l'oxygène. On le sait maintenant, je crois que tout le monde le sait, que les plantes nous apportent l'oxygène, fabriquent l'oxygène de la Terre. Et puis, elle rejette aussi de la vapeur d'eau. Et c'est grâce à ça qu'on dit, c'est vrai qu'on dit que les plantes sont bénéfiques pour les pluies, parce qu'en fait, par exemple, au-dessus des forêts tropicales, surtout, il y a énormément de vapeur d'eau qui se dégage. Il y a des nuages de vapeur d'eau qui se forment et qui sont extrêmement puissants et qui vont faire la pluie un peu plus loin ou juste au-dessus. Et d'ailleurs, je dis dans le livre que ces nuages qui se dégagent au-dessus des forêts tropicales et d'autres grandes forêts tropicales du monde, ou même des forêts tempérées, ça se mélange à des grands courants aériens et ça fait des courants très très puissants qui peuvent traverser le monde et réhumidifier d'autres régions très lointaines. Donc le premier aspect de cette success story des plantes, c'est qu'en fait, elles fabriquent la matière organique de toute la Terre. Elles fabriquent notre nourriture à nous, les humains, mais tous les animaux, tous les champignons, etc., grâce à la lumière, grâce à l'eau et au gaz carbonique. Ça semble presque miraculeux quand on y pense. Je me demande comment c'est possible que tout à coup ça soit arrivé sur Terre. Et en fait, c'est arrivé sur Terre, ça, il y a à peu près entre 2 et 3 milliards d'années. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, je vous le redis, la Terre s'est formée il y a 5 milliards d'années. Au début, à peu près à 3 milliards 500 millions d'années, il y a eu des bactéries, les premières bactéries, premiers êtres vivants. Et puis, il y a entre 2 et 3 milliards d'années, il y a eu les premières bactéries qui avaient aussi quelque chose qui leur a permis de capturer l'oxygène de l'air et de le transformer en matière organique. Donc ça a déjà commencé, l'histoire des plantes, ça a déjà commencé en fait au niveau de la bactérie, entre 2 à 3 milliards d'années sur Terre. Les plantes sont apparues après, elles ont vécu d'abord dans l'eau. Elles étaient des petites choses, des tout petits trucs. Et puis, il y a à peu près 500 millions d'années, là on est dans les millions d'années, hein. Il y a 500 millions d'années, elles ont conquis les terres. Et en fait, elles ont conquis la Terre grâce aux cyanobactéries, ces bactéries qui avaient en elles le fameux pigment qui permet de capturer et de fixer la lumière. Et donc les plantes, elles avaient ce moyen de se nourrir, donc elles ont pu s'installer sur Terre. Et comme elles avaient ce moyen de se nourrir de la lumière du soleil, elles n'ont pas eu besoin de bouger, donc elles se sont ancrées dans le sol, elles sont devenues immobiles, elles n'avaient plus besoin de bouger.
elles pouvaient se nourrir de la lumière du soleil, de l'eau et du gaz carbonique. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire des plantes. Cette extraordinaire histoire des plantes qui ont conquis toute la Terre et qui nourrissent en fait tous les animaux, tous les êtres humains et tous les êtres vivants sur Terre. Je pense aussi que les algues font la même chose dans les océans. Je ne parle pas des algues aujourd'hui, mais les algues font un travail extraordinaire, le même dans les océans. Donc voilà cette histoire des... Je voulais parler de cette histoire de ces plantes qui finalement... pour moi, c'est absolument quelque chose de merveilleux. Que les plantes ont envahi la Terre et elles nourrissent tous les êtres vivants sur Terre. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à la lumière. C'est magique. Donc pour moi, elles sont devenues un peu comme des héroïnes de romans. Finalement, elles sont devenues des héroïnes un peu comme les autres, les êtres humains que j'ai pris comme héros ou héroïnes dans mes romans. Parce que j'ai trouvé qu'en fait, elles avaient un potentiel absolument extraordinaire. Alors pourquoi je dis aussi que c'est une success story, parce qu'elles ont su donc capter la lumière pour en faire la matière organique qui nourrit toute la Terre entière. Et elles ont su aussi, en créant des pigments, capturer certaines couleurs de la lumière. Vous savez que la lumière est composée de différentes couleurs, hein, qu'on peut voir à travers un prisme, par exemple, ou à travers les gouttes d'eau quand il a plu. Ça fait un arc-en-ciel. Et donc, une fois qu'elles étaient installées sur Terre, au début, elles n'ont pas eu besoin de couleurs. Au début, c'était des mousses. C'était des mousses qui ont grandi. Elles ont pu devenir très hautes, aussi hautes que la tente. Et puis après, il y a à peu près 200 millions d'années, les fougères sont apparues, déjà plus complexes, mais il n'y avait toujours pas de fleurs. Il y a 100 millions d'années, les plantes se sont encore perfectionnées et elles ont à ce moment-là créé des fleurs. Dans les fleurs, il y a les organes, c'est là où se fait la reproduction des plantes. Alors les fleurs, donc il y a des organes mâles et femelles finalement comme chez les animaux. Donc étant donné que les plantes ne bougent pas, pour que le côté mâle et femelle se retrouvent pour une reproduction correcte, il fallait qu'elles se fassent aider. Donc heureusement pour certaines plantes à fleurs, il y a le vent, mais pour une grande majorité des plantes à fleurs, elles ont dû se faire aider par les insectes et quelques animaux. Alors pour se faire aider par les insectes, il faut que les insectes les voient. Et donc c'est là aussi qu'a continué cette extraordinaire aventure des plantes qui nous ont permis aussi, vous allez voir, qui nous ont apporté énormément de choses. Donc pour attirer les insectes et les autres animaux, elles ont dû développer des couleurs. Les couleurs des fleurs, le rose, le rouge, le jaune, tout ce que vous voulez, le blanc. Elles ont développé aussi des parfums. Parce que pour attirer les insectes, ils sentent les parfums des fleurs. Et les animaux aussi d'ailleurs. Hein, les autres animaux qui viennent, qui pollinisent, utilisent aussi, sentent les parfums des fleurs. Et donc elles ont développé des parfums. Et ces parfums, on s'en sert nous pour nos parfums, pour faire nos parfums, mais pas que. Ils nous permettent aussi d'avoir une nourriture qui a du goût et qui sent bon. Une bonne salade, des bons fruits, etc. Et puis, donc il y a l'histoire des fleurs, et puis il y a l'histoire des fruits aussi. Parce qu'une fois que les fleurs s'étaient transformées en fruits parce qu'elles avaient été fécondées, il fallait que les fruits soient attirants avec des belles couleurs. Donc à nouveau, il a fallu qu'elles fabriquent des pigments qui leur ont permis d'être rouges, d'avoir des fruits rouges, jaunes, violets, enfin vous le savez, comme des prunes, comme des pommes, des oranges, etc. pour que les animaux aient envie de les manger et puis de déposer les graines, de répandre les graines un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est extraordinaire. Ce que j'appelle une success story, pour moi c'est une histoire extraordinaire, peut-être aussi importante que finalement l'histoire humaine, parce que de toute façon, sans les plantes et leur utilisation de la lumière et des couleurs, on ne serait pas là. Donc en fait, c'est grâce à elles qu'on est sur Terre. Et c'est grâce au fait
qu'elles ont réussi cette extraordinaire chose qui nous semble tellement miraculeuse. Comment tout à coup, de cet environnement complètement hostile qu'était la Terre au début, comment des cyanobactéries sont nées, qui ont pu capter la lumière du soleil et qui ont permis aux plantes, après elles-mêmes, de s'installer sur les continents, de vivre immobiles, sans bouger, parce qu'elles captaient, elles n'avaient pas besoin d'aller chercher leur nourriture comme les animaux. Voilà, maintenant c'est à vous, si vous voulez, on peut continuer à en parler, voilà. Ou de ça, ou d'autres choses. J'aurais une question. Oui. Oui. Dans la façon dont tu le présentes, et je pense que ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas d'intentionnalité. On est bien dans une évolution où cette évolution s'est faite lentement et ces caractéristiques, ces couleurs qui sont venues petit à petit, qui ont favorisé, je pense, enfin, oui, à mon avis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas d'intentionnalité comme il peut y avoir chez les êtres humains. Mais c'est vrai aussi que qu'on a découvert récemment, qu'on a compris que les plantes avaient un certain niveau d'intelligence, comme par exemple des vers de terre ou des animaux. Hein. Ce n'est pas le niveau d'intelligence des humains, ce n'est pas un niveau d'intelligence abstraite, mais c'est le fait de pouvoir se débrouiller, de pouvoir résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, il y a un philosophe italien qui s'appelle Stefano Mancuso. Il dit qu'en fait, les plantes, elles résolvent les problèmes alors que les animaux échappent aux problèmes et les fuient. C'est-à-dire qu'un animal peut s'en aller, alors que la plante, elle est fixe, elle est obligée de résoudre les problèmes. C'est pour ça que finalement, elles ont développé un système de fonctionnement absolument extrêmement, très très complexe. Vraiment extraordinairement complexe pour pouvoir survivre. Mais donc, il n'y a pas vraiment d'intentionnalité au sens où nous, on l'entend. Oui, ça s'est fait petit à petit. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sinon... Oh, pardon. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sinon sur d'autres domaines? On n'est pas obligé de parler que des plantes, des couleurs et de la success story des plantes et de ce que les plantes nous ont apporté sur Terre. Si j'aurais une autre question, oui. Dans les milieux tropicaux, il me semble qu'il y a la couleur compte plus que les odeurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que et pourtant dans les milieux tropicaux, les couleurs des plantes sont très vives. Mais par exemple, j'ai remarqué que dans les forêts, par exemple, ou dans les régions très humides comme à Java où j'ai habité, en Indonésie, le climat est tellement humide qu'il y a des odeurs de terre et les odeurs peuvent se mélanger, ce qui fait que je pense qu'en effet, il y a des odeurs qui sont plus difficiles, qui sont peut-être moins utiles. Oui. Ceci dit, il faut savoir quand même que nous, avec notre odorat, on ne sent pas les mêmes odeurs que les insectes ou les animaux qui viennent polliniser ou manger les fruits. Hein. Mais je vois oui, je comprends. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans un climat comme un climat un peu sec, comme on a à Montpellier, par exemple, on sent toutes les odeurs. Après, quand il pleut tous les jours, on sent des odeurs de terre, on sent des odeurs de chlorophylle et on sent moins les odeurs de fleurs. Peut-être pour faire le lien entre tes voyages et justement les plantes, tu parlais des peuples racines. Est-ce que tu perçois une communication particulière entre les peuples racines et les plantes qui les environnent par rapport à nous, occidentaux, qui sommes dans cette rationalisation et cette raison dont on avait déjà parlé? Est-ce que tu vois une différence justement et une forme de communication? Oui, c'est sûr que les peuples racines, les peuples premiers ont un contact extrêmement intime avec la nature. Ça, c'est sûr que c'est très différent avec les animaux, avec les plantes. Par exemple, les Bushmen, quand ils allaient chasser l'élan,
je ne parle pas des plantes là, mais bon, finalement c'est un peu pareil. Quand ils allaient chasser l'élan, ils devaient tuer l'élan, par exemple, parce que l'élan, c'était l'antilope qui contenait le plus de graisse. Et quand on se nourrit uniquement de plantes, parce qu'ils se nourrissaient beaucoup de plantes, ils avaient du mal à trouver la graisse. La graisse qui était importante pour le fonctionnement du corps. Et donc ils allaient tuer, ils tuaient de temps en temps des élans. Et quand ils tuaient l'élan, il lui parlait. Au moment où l'élan allait mourir, il lui parlait, il lui disait « Je suis désolé, j'ai été obligé de te tuer, mais il faut que je mange, j'ai besoin. » Et donc il lui parlait, il faisait comme une sorte de ce qu'on pourrait appeler une prière, mais il parlait à l'élan pour l'accompagner au moment où il allait mourir et lui demander pardon de le tuer. Et c'est vrai qu'ils ont un rapport très proche avec les plantes aussi. Par exemple, les Bushmen qui vivaient dans le désert, ils connaissent très très bien les plantes, ils ont ce rapport intime de ne pas les saccager, de ne pas les détruire, leur environnement. Et par exemple, il y a une plante, là je ne me souviens plus du nom, mais c'est un bulbe un peu comme un amaryllis, et qui les nourrissait quand ils traversaient le désert, et qu'il n'y avait pas d'eau, pas beaucoup d'eau, pas grand chose à manger. Alors ils voyaient où il y avait ce bulbe, ils le déterraient, ils en prenaient une petite partie, ils le remettaient dans le sable pour les autres Bushmen ou pour eux-mêmes quand ils repasseront. Merci. Il me semble avoir lu que les medicine man étaient capables, les chamans étaient capables de communiquer dans leurs rêves, dans leur voyage dans l'autre monde, de communiquer avec les plantes, et que celles-ci étaient capables de te dire, voilà, si tu me donnes à telle personne, je pourrais le soigner. Enfin, qu'il y avait cette communication médicale, pour employer des termes sans doute inappropriés puisqu'occidentaux, mais en tout cas de soins, et que c'était donc les plantes qui elles-mêmes s'exprimaient avec les chamans. Donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire ce type de rencontre. Oui, pas vraiment ça, mais par contre, je sais que les chamans, quand ils rentrent en transe, ils passent dans des états de conscience différents, qui sont d'ailleurs reconnus scientifiquement, hein, parce que j'ai travaillé avec des anthropologues à Johannesburg, et qui ont travaillé là-dessus pour essayer de comprendre. Et on sait que par l'état de transe, par la musique, hein, comme on fait beaucoup dans ces peuples, ça se fait beaucoup chez ces peuples-là, par la musique notamment et par le chant rythmé, toujours un rythme très régulier, on arrive à changer de plan de conscience. Et en changeant de plan de conscience, on arrive à percevoir des choses qu'on ne perçoit pas avec notre corps, parce que notre corps nous limite un petit peu dans notre potentiel. Donc c'est vrai que peut-être comme ça, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'ils arrivent à percevoir si la plante est bonne pour eux ou pas. Oui. Et c'est vrai que d'une certaine façon, la plante aussi... je pense qu'ils reconnaissaient aussi des signes chez les plantes, des signes que nous, qu'on ne connaît plus. Oui, attends, parce qu'on n'entend rien avec le bruit. Oui, mettez-vous devant. Je dis par rapport aux deux personnes, je ne vous connaissais pas avant, donc je découvre votre œuvre, vos différentes étapes, en tout cas autour de l'environnement. Et du coup, j'ai pas énormément de questions. Je suis plus de l'attention que j'écoute. Oui, mais je vous remercie d'ailleurs de cette attention et de cet intérêt, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas très connu, et donc moi je ne suis pas non plus très connue, et donc c'est normal que vous ne me connaissiez pas vraiment, mais en effet j'ai vu que vous étiez très attentive, et merci. Oui, merci. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma petite causerie sur
qui a traversé un petit peu le monde et l'espace. On est passé des peuples premiers aux plantes. On est passé de l'écriture, de romans à l'écriture de documentaires. On a traversé toutes les grandes époques de la Terre, depuis la création de la Terre jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui me tient à cœur et qui, je crois, qui est une bouffée d'oxygène et qui est pour moi très importante. Cette réunion, ce trait d'union entre des époques reculées, comprendre le fonctionnement de la Terre et de tout le vivant, c'est pour moi fondamental. Je crois qu'on en a vraiment besoin, notamment à l'heure actuelle, ça nous éclaire. On a besoin de comprendre. Oui, c'est ça, c'est le fait de comprendre ça, ça permet de se situer, de voir aussi ce qu'on peut faire. Et moi, je trouve que ça me donne du courage, ça me donne confiance dans le monde. Je me dis, oui, bon, malgré les difficultés que le monde peut traverser, le monde va y arriver, les plantes vont s'adapter, les humains vont s'adapter, et les animaux aussi, je pense. Merci beaucoup.